Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au cœur des Deux Magots, je reçois avec Céline Alonso, dans les déjeuners des Deux Magots, deux personnes qui nous font vraiment, dans ces temps difficiles, dans ces temps ambigus, des personnes qui nous font vraiment plaisir et joie au cœur, parce que rien ne vaut le rire. Bergson disait que le rire est le propre de l'homme, mais ce qui est important, c'est le rêve, le rire et le risque, les trois R. Anne Roumanoff, Gérald Dahan. Et oui, Anne Roumanoff qui est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle Tout va bien, et Gérald Dahan donc, qui vient de publier Macron Premier aux éditions du Net. Je rigole parce que j'ai lu le livre et j'étais morte de rire en le lisant. Gérald, voilà, et vous êtes aussi actuellement à l'affiche donc, du théâtre Le Nez Rouge à Paris avec votre one-man show. Dahan, président, on vous le souhaite de le devenir. Oh non, il y a un S à président. Je parle des présidents, mais j'aspire pas à l'être. Alors moi j'ai une question à Anne Roumanoff. Comment avoir le front, l'insolence d'appeler votre spectacle Tout va bien? Vous trouvez que tout va bien en France en ce moment? Non, tout va bien, bien sûr c'est un titre ironique, mais tout va mal, mais on peut aller bien dans un monde qui va mal. Donc en fait, j'essaie bien évidemment, oui c'est ironique, d'ailleurs je parle de ce titre dans le spectacle, il y a plusieurs allusions au titre. Et bien sûr que tout ne va pas bien, mais l'idée c'est que même si on est dans un monde qui va mal, on peut essayer à titre personnel d'aller le moins mal possible, quoi. Et l'idée c'est d'aller le moins mal possible, effectivement. C'est aussi de faire que les gens sourient, rient, soient heureux dans votre spectacle et en sortant. C'est ça l'idée, c'est quand même... Bon, on sait que tout va pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire, mais au moins on a passé 2 heures, on est bien. Je pense, en tout cas, les gens sortent avec le sourire. Donc oui, après, on est humoristes, on n'est jamais que des gens, on est là pour divertir. Donc ça veut dire... mais en même temps, j'essaye de divertir en parlant aux gens des problèmes et en les tournant en dérision. Et oui, et ce, donc à travers de différents personnages, notamment une bouchère qui est hyper connectée et qui peste donc contre les cookies, le cloud et les prix donc des cartouches, une dépressive donc qui a lu tous les livres de développement personnel et notamment une coach donc en humour politiquement correct qui elle donc égrène 5 règles à respecter à Anne Roumanoff en 2019. Alors est-ce que vous pouvez donc nous les citer? Oui, c'est quoi les 5 règles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien en 2019? Non mais alors ça m'ennuie un peu de faire l'extrait parce que c'est dans le cadre du sketch et c'est évidemment ironique, les règles de l'humour politiquement correct, mais en gros je fais répéter au public, je leur explique de quoi on a le droit de rire maintenant et donc c'est vrai qu'on n'a plus le droit de rire de grand chose, donc mais ce qui est intéressant c'est que c'est un sketch qui est interactif où le public participe. Ah c'est ça, d'accord. Il répond, etc. Ouais, c'est eux qui trouvent les réponses. Une réplique très drôle, c'est par exemple dans ce sketch, le LGBT devient laisse les gens baiser tranquille. Pas mal. Ça, ils vont apprécier, à mon avis. Non, c'est bien. Mais effectivement, non, mais Anne, et je vais poser aussi la question à Gérald Dahan, est-ce qu'on n'est pas, c'est vrai, on le dit toujours, est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ou pas, on dit toujours, mais ce que disaient les proches, le Luron, Coluche, tout ça, on ne pourrait plus le dire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, on pourrait plus le dire aujourd'hui, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire il y a 20 ans. Donc, oui, puis il y a des gens comme Blanche Gardin, par exemple, elle est géniale. qui arrivent à dire des choses incroyables. Donc, ou Gaspard Proust, Gaspard aussi. Ou Stéphane Guillon, ou Fabrice tout est dans la manière de le faire en fait. Oui, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est juste que tout est plus touchy, mais après, si on le fait avec finesse et talent, tout est possible, on vit dans un pays libre, Dieu merci. Oui. Heureusement, encore en tout cas, on espère qu'il le restera. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant, par exemple, quand vous attaquiez à une communauté, mais même par l'ironie, honnêtement, quand des proches disaient... Non, d'accord, mais avec Coluche et des proches, paix à leur âme, et c'était deux humoristes magnifiques, mais on les... par exemple, des proches, il avait quand même une carrière il était humoriste de France Inter, il a eu du succès au Théâtre Grévin, c'est un théâtre de 300 places. Donc des proches, il a été magnifié après sa mort, et tant mieux parce qu'il a ses livres qui marchent et puis son humour était magnifique, mais je veux dire qu'on en crée un mythe, voilà, et pareil, Coluche, il a été... on oublie, mais il a été hyper critiqué, vilipendé, traîné dans la boue. Oui, mais maintenant, on a l'impression que Coluche, il était à l'époque, il faisait l'unanimité. Mais pas du tout. S'il y a bien 2 personnes qui ne faisaient pas l'unanimité, c'était Coluche et des proches. Donc maintenant, je pense qu'ils rigoleraient tous les deux de voir à quel point on les a mis sur des statuts. Non, mais je veux dire qu'on recompose le passé de la liberté de l'humour en créant une espèce d'Éden idéal autant de Coluche et des proches. Alors que si on se remet dans la machin, c'était pas... Moi, je me rappellerai toujours d'un mec interviewé le jour
jour de la mort de Coluche, sur les Champs-Élysées, on dit que qu'est-ce que vous pensez de Coluche? Ah, bah alors, il est épouvantable, il est vulgaire, il est grossier, c'est un abruti, il vient de mourir. Ah, bah, oh, je suis navré, il a beaucoup de talent. Enfin voilà. Et voilà, donc il y a. Il y a le côté divinisation Ouais. après. Mais vous, par exemple, et surtout Ouais. d'oublier à quel point à l'époque ces humoristes-là créaient polémique sur polémique. Même Thierry Leluron, Ils il faisaient était pas du tout interdit l'unanimité, quoi. d'antenne. Non, c'est vrai. Non, moi je pose la question pas pour dire. Donc il n'y a pas un les- espèce d'âge d'or de l'humour Ouais, c'est merveilleux Ouais. et maintenant c'est épouvantable. Non, l'époque évolue, On va ça pas dire change. ça. Voilà. Non, faut Est-ce pas que dire ça. vous-même vous appliquez quand même quelques limites si je... Mais les limites, Ouais. c'est. Enfin, je pense que Gérald, c'est pareil. Les limites, c'est ce qui nous fait rire Oui, ou aussi, pas c'est rire. vrai. C'est une question de sensibilité personnelle. C'est ça. Après, chaque humoriste a sa manière de faire de l'humour. Et que Dieu merci, il existe des restaurants espagnols, italiens, chinois. L'important, C'est c'est de ça. faire la bonne cuisine. Et surtout de ne pas copier les autres et d'être fidèle à son style ou de réinventer son style. Mais c'est ça la problématique. C'est pas de se poser des limites ou pas limites, c'est de faire selon ce qu'on ressent profondément. Alors vous, Gérald, Anne, oui, oui. allez-y. Ouais. Gérald aussi. Non, mais moi juste une question. Quand je parlais de ça, c'est pas pour diviniser des proches et Coluche en disant c'était fabuleux et après eux il y a rien. Vous ne seriez pas là sinon et vous n'auriez pas le succès que vous avez. La chose c'est de dire que est-ce qu'aujourd'hui par exemple, je rappelle ça simplement, on disait il se pourrait que des juifs sont entrés dans la salle. Ouais. Aujourd'hui tu peux plus dire ça. Eh ben, c'est marrant parce que Géraldin. c'est pile l'exemple qu'a pris Blanche Gardin lors de la soirée des Césars, je crois, ou des Ouais. Molières. Je crois que c'était Molière. Elle a dit on m'a dit que des juifs se sont introduits dans la salle. Les gens se sont marrés. Et elle a dit bon bah voyez ça c'est une phrase de des proches. Et elle dit donc j'en ai marre qu'on me dise justement ça Oui. que des proches pouvaient tout dire et qu'on peut plus dire Et ce que qu'on disaient peut des plus proches. dire, ouais. Elle dit je viens de prouver le contraire. Donc voilà c'est vraiment l'art et la manière quoi. Maintenant c'est vrai que peut-être que les communautés sont beaucoup plus revendicatives qu'avant et voilà. Mais Dans certains cas, c'est pas non plus une mauvaise chose aussi. C'est bien que chaque époque a une sensibilité différente. Donc là, on n'est plus aussi attentif sur certains sujets. C'est pas forcément plus mal. C'est une prise de conscience aussi. Puis je sais pas, moi je pense qu'on vit en démocratie, que l'époque c'est un balancier. Donc à un moment il y a un truc comme dans ce sens-là. Après ça Et qui s'équilibre marche, et voilà. Alors, Anne, 30 années, alors, c'est justement là. Qu'est-ce qui fait rire les gens aujourd'hui? Je veux dire, pour vous, hein, ça fait quand même, vous avez le recul. 30 années de carrière, c'est quand même. Est-ce que c'est formidable. davantage le bonheur ou les vicissitudes de la vie qui font rire votre public aujourd'hui en quelque Bah, de sorte toute façon, on fait pas rire avec le bonheur. Hein. Donc Ouais, on est on d'accord, fait rire ouais. avec les problèmes. Donc ce qui C'est fait vrai. rire aux gens, c'est quand on leur parle d'eux. C'est pas quand on leur parle de nous en fait. Oui, c'est ça. Et d'eux, et de leurs problèmes, et Ouais. de leurs difficultés, etc. Alors est-ce que les Gilets jaunes vous ont inspiré des sketchs en particulier, Anne, Gérald? Bah, oui, moi, j'en parle dans le spectacle, ouais, j'en parle. Oui, moi je fais une imitation de Mélenchon. Enfin, je fais une imitation d'Emmanuel Macron qui est envahi à l'Élysée par les Gilets jaunes dans un sketch donc fictif complètement Un cauchemar, futur, quoi. un cauchemar. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Il dit vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Je mets une paire de lunettes, je remonte mon col et je leur dis la République, c'est moi. Ne me touchez pas ou je rappelle Benalla. Et il se transforme en Mélenchon. Voilà pour Ah oui, de passer de Macron Voilà, à c'est ça, Mélenchon. voilà, c'est ça. Alors vous, Anne, Macron donc vous inspire, vous le surnommez Emmanuel Fanfaron. Voilà, le roi Ça Emmanuel. lui va bien. Ça lui va bien, oui, exactement. Vous lui avez consacré beaucoup de sketchs à Macron? Non, Ouais. pas non plus, parce que moi, j'aime pas faire que de l'humour politique dans mon spectacle. J'aime bien, parce que les gens attendent ça, mais je fais 15 minutes sur l'actu en terminant le spectacle, et je fais une ouverture aussi, mais où je parle de Macron, mais aussi des riches, des pauvres. Enfin, c'est pas que Macron. Et je pense que j'aime beaucoup aussi avoir des sketchs sur la vie quotidienne, et j'aimerais pas faire un spectacle que sur l'actualité. politique. Non, ça m'ennuierait. J'aime bien cet équilibre entre les deux, quoi. Alors justement, Anne Romanoff, donc vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Vous postez donc beaucoup de vidéos, notamment vos chroniques donc sur Europe 1, des extraits de vos spectacles. Vous avez fait notamment donc 9,5 millions de vues avec l'une de vos chroniques donc diffusée sur Europe 1, intitulée Amis chômeurs traversent la rue. Écoutons tout de suite un extrait. Hier, à l'Élysée, un horticulteur sans emploi a expliqué à Emmanuel Macron qu'il ne trouvait pas de travail, ce à quoi le président a répondu: Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Donc en fait, pour Emmanuel Macron, le problème c'est que les chômeurs ne traversent pas la rue. Mais voilà. Voilà la solution. On cherchait. Il y a plus de 6 millions de chômeurs en France, mais il suffit de bloquer la circulation dans une rue pour pas que le président se fasse renverser et on le laisse faire 12 millions d'allers-retours avec le trottoir d'en face. Mais c'est pour ça que la vitesse a été abaissée à 80 pour permettre aux chômeurs de traverser la rue. D'ailleurs, il paraît qu'Emmanuel Macron va changer le nom de son parti, ça ne va plus s'appeler En Marche, mais Traverse. Selon Emmanuel Macron, quand on a une formation d'horticulteur, on doit accepter un métier dans la restauration. Mais bien sûr. Et à l'Élysée, c'est le cuistot qui tond la pelouse. Horticulteur à garçon de café, c'est vrai, il n'y a qu'un pas. Amis chômeurs bac plus 5 qui nous écoutez, si tu trouves pas de boulot comme bibliothécaire, traverse la rue, va bosser sur un chantier. Tu trouves pas de job comme architecte, traverse la rue, deviens aide-soignant. Non mais c'est vrai, Emmanuel a raison, il y en a marre de tous ces Gaulois réfractaires qui voudraient se payer un costume sans travailler. Ce qu'il faudrait expliquer au président, c'est que les chômeurs, ils ne peuvent pas traverser la rue n'importe où. Déjà, ils doivent aller à Pôle emploi, ce passage clouté qui est censé amener le demandeur d'emploi sur le trottoir d'en face. Il faudrait expliquer au président qu'avant de devenir serveur, il faut déjà arriver à joindre le serveur de Pôle emploi. C'est pas faux. Et qu'ensuite, il faut prendre rendez-vous avec le conseiller censé créer ton profil, mais qu'on a toujours beaucoup de mal à voir en face à face. Alors, il faudrait expliquer au président qu'il y a 6 557 600 chômeurs qui ne font pas du tout, mais alors pas du tout exprès de se retrouver sur le bord de la route, et qu'ils sont prêts à traverser la rue, pas une rue, mais des dizaines de rues, pour ne pas se retrouver à la rue. Il faudrait expliquer au président que s'il continue à être aussi arrogant, il pourrait bien se retrouver dans une impasse. Voyez, monsieur Macron, pour traverser la rue, il faut bien regarder à droite et à gauche. Et en ce moment, on n'a pas trop envie de traverser. Parce que ni l'un ni l'autre ne fait envie. En revanche, Anne Roumanoff, vous dites que votre cousine a quant à elle envie de traverser la rue pour trouver du travail, mais le problème c'est qu'elle habite en face d'un cimetière. Ça, c'est vraiment de l'humour noir. Mais ça, c'est en fait le succès de cette vidéo, c'était parce que les gens, je pense, ont été choqués de cette phrase de Macron. C'est pas la chronique, elle est pas. Bien sûr. Mais de toute façon, une Ouais. fois par semaine, il balance une phrase polémique. Là, la Oui, dernière, c'est parfait, avec la sagesse de la dame de 75 ans Oui. qui se fait renverser par la la sagesse de police. ne pas aller sur les C'est territoires incroyable, interdits. c'est incroyable. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio depuis le célèbre restaurant Les Deux Magots situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés avec donc Anne Roumanoff et Gérald Dahan. Alors à tout de suite sur Sud Radio. Oui, nous sommes au restaurant Les Deux Magots, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, mais avec deux personnes qui ne sont pas spécialement germanopratines, qui sont beaucoup plus nationales que ça, Anne Roumanoff et Gérald Dahan. Et oui, Anne Roumanoff qui est actuellement donc en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle Tout va bien. Et Gérald Dahan donc, qui vient de publier Macron Premier aux éditions du Net, un livre dans lequel il égratigne donc Emmanuel Macron. Il l'égratigne aussi sur scène, écoutons-le, ça fait mourir de rire parce que vraiment les extraits qu'on va diffuser tout de suite sont vraiment très drôles. Votre sainteté, Oui. vous ne vous refusez rien. Hein. Oh là là, déplacement en Falcon, vaisselle de Sèvres, piscine privée. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais le peuple va vous demander des comptes. Qui ça? Le peuple. Je connais pas. À ce propos, est-ce que vous ne craignez pas un taux d'abstention historique lors des prochaines élections européennes? Vous savez, l'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. Non, l'abstention, pas l'abstinence. Ah oui, pardon. Il ne faut pas confondre. Ah oui, L'abstinent ne veut plus faire l'amour, oui, c'est ça, oui. alors que l'abstentionniste... Il ne veut plus se faire baiser, ça c'est sûr. Eh bien, ma priorité, ce sont les vulnérables de la nation. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de baisser les APL, c'est pour cela que j'ai supprimé 120 000 postes de fonctionnaires, c'est pour ça que j'ai supprimé les emplois aidés. Et pardon de vous le dire, hein, vous savez, faire des cadeaux aux plus pauvres, ce n'est pas forcément leur rendre service. Ouais. Alors qu'aider les ultra-riches en leur faisant 5 milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour leur récompenser le mérite, ça, vous voyez, c'est de la vraie politique. Il ne faut pas croire que c'est facile à vivre d'être parmi les meilleurs. Gérald Dahan, lui, il est effectivement imitateur et plus politique. Vous êtes très politique, Oui, hein, oui, Gérald. c'est hein. de l'humour politique, clairement. Ouais. Bah, quand on est imitateur, c'est ce que les gens préfèrent en général, sont les imitations politiques, parce que les personnalités politiques sont très réactives chaque jour, et encore plus aujourd'hui. Ils fournissent du matos. Ouais, hein. c'est ça, on est hyper connectés, donc ils sont très très épiés, et le moindre fait et geste devient l'actu du jour, quoi. Une actu en chasse une autre, donc il faut se renouveler sans cesse, et d'où
D'où l'idée de faire un livre, parce que d'ailleurs le livre ne suffit pas. Macron premier. Macron premier, avec le dessinateur aux Scalpa. éditions du Net. Et donc là, dans ce livre, vous dites que vous regroupez toutes les macro-conneries, c'est-à-dire Les macroneries, ouais. Les macroneries, c'est une... Effectivement, on a compilé Macron et conneries et ça fait Macronerie. Mais il y en a une par jour en ce moment. Je disais une par semaine, mais c'est une par jour. On n'a pas le temps parfois même d'écrire un sketch. On commence le matin, ils ont déjà trouvé un truc plus drôle. Le soir même, ce matin, j'ai commencé à écrire un truc sur ces journées. Celui qui a commencé à faire la liste, Oui, les E. voilà, où il se parlé ce trompe matin, sans arrêt, il connaît aucun nom de la liste. C'est impressionnant. Oui. Et c'est dingue parce que je veux dire, ils se sont cassés la gueule sur la photo officielle, le banc s'est écroulé. Je veux dire, ça s'invente pas, quoi. C'était extraordinaire. On ferait ça en sketch, on nous dirait non, c'est trop drôle. Il y a Jeanne de Trifouille-les-Oies. Non, je ne sais pas, c'est pas Trifouille-les-Oies, c'est Monofouille-les-Oie. Et je vais vous dire. Non, mais c'est incroyable, il devrait normalement. Un peu plus qu'Anne Roumanoff, parce qu'elle est moins en danger que vous, mais vous, je parle de vous, les humoristes politiques, vous êtes vraiment une profession en danger. Parce qu'aujourd'hui, les politiques vous dépassent. Ah, mais complètement. Ils sont beaucoup plus forts que vous. Mais c'est ce que. Ils font eux-mêmes leurs sketchs, ils le font, ils font leurs conneries. C'est ce qu'on se disait ici. Souvent, je rejoignais Cabu dans ce quartier. On mangeait ensemble et on discutait. Ici à Saint-Germain-des-Prés, absolument. Et on a fait un livre d'ailleurs ensemble à l'époque. Sous Sarkozy, qui s'appelait Sarkolande. Ah oui. Et c'est ce qu'on disait. On disait, faut vraiment aller vite. Il disait que même avec le Canard ou Charlie, le fait d'être hebdo, ils étaient frustrés parce que le jour de la parution, il s'était déjà passé tellement de choses différentes que voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi une page sur Instagram pour continuer en fait l'actualité. Oui, on met un dessin par jour. Mais Macron, il est aussi inspirant que Sarkozy, qui a quand même inspiré mal de. Le pire n'est jamais décevant. C'est ce que je me dis. C'est que après Sarkozy, qui quand même, c'est vrai, il a mis le curseur très très haut en termes de médiatisation de la politique. Et donc je me disais, oh là là, avec Hollande, ça va être complètement différent. Et puis il y a quand même eu le scooter, il y a quand même eu Cahuzac, il y a quand même eu plein de choses. La pluie sans arrêt, enfin bon, c'était quand même ça, c'était. Oui, voilà. Et là, pareil, Macron, depuis l'affaire Benalla, ça y est, c'est parti, quoi. C'est cadeau. Eh oui. Pour parler de Hollande, vous avez eu une sortie très drôle à son propos. Vous dites, Anne, c'est Bouddha. Bouddha, c'est une sorte de François Hollande, mais sans lunettes et avec un projet, c'est ça. C'est Bouddha qui va être content. Mais en fait, Anne, vous l'avez dit un peu plus tôt, effectivement, vous n'êtes pas concentré politique, il y a la vie des gens. Mais la vie des gens, au fond, parce que vous, dès le début, c'est vrai, on vous connaît depuis très longtemps et on vous a écouté et apprécié depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de la vie quotidienne. Oui. Les femmes, divorcés, pas divorcés. Alors sur le divorce, quand même, vous en avez prononcé pas piqué des hannetons, si on peut dire. Ah oui, quelques punchlines. J'ai divorcé, une méthode infaillible pour rajeunir. Un de perdu, 10 de retrouver. Ça marche seulement avec les kilos. Et un jour, on dira peut-être, j'ai tellement peur qu'il me quitte pour une plus vieille. Très drôle. Ça, c'est drôle. Voilà. Mais ça vient comment, l'écriture ? Je m'inspire de ma vie aussi et de mes amis, mais le but, ça n'a jamais été de raconter ma vie sur scène. En fait, je prends dans les choses qui m'arrivent, des choses que j'estime qui peuvent intéresser le public, et après, je teste énormément mes sketchs. C'est très très rodé en fait, très travaillé. Et donc j'écris une première fois, je regarde où les gens rigolent, après je recoupe le texte. L'humour. Vous testez avec qui, les proches ? Non, pas du tout. En province, dans des petits cafés-théâtres et tout. D'accord. Et l'écriture d'humour, c'est beaucoup couper. Donc c'est couper, concentrer, rétrécir. Enfin, voilà, que le fait soit absolument. C'est à l'os, quoi. Il faut vraiment émonder complètement. Ouais, après, pas trop non plus, parce qu'une fois je parlais avec le metteur en scène, il me dit si tu gardes que les punchlines, après il reste plus. C'est un tableau aussi, un sketch, donc il faut aussi qu'il y ait un peu de couleur, un peu de jaune, donc il ne faut pas non plus être trop dans l'efficacité, mais c'est quand même important l'efficacité, parce que maintenant les gens, justement avec Internet, ils consomment beaucoup d'humour, donc quand ils viennent, ils font l'effort de se déplacer pour voir un artiste sur scène, il faut leur donner une efficacité pour qu'ils ne soient pas déçus, et c'est important. Alors le mouvement MeToo vous a inspiré une fable très délicieuse, intitulée Les poulettes et le cochon. Écoutons tout de suite un extrait. En octobre 2017, il y eut une révolution qu'on appela la fin du règne du cochon. Des dizaines de milliers de poules du monde entier dénoncèrent les porcs dans un élan simultané. Certains furent dans la boue traînés, traités de fumier, mis au banc de la société sans même avoir eu droit à un procès. Oui, comme toutes les révolutions, ce fut parfois un peu excessif.
Mais mon Dieu, comme c'était jouissif de sentir, derrière cet incroyable déferlement, la libération des humiliations enfouies depuis si longtemps. Dans la ferme des animaux, du coq au cochon, du taureau à l'étalon, les mâles dominants se transformèrent en moutons. Bé, bé. Avec toutes ces histoires, on est traumatisés. Bé. Elles veulent toutes nous castrer, on n'osera plus jamais draguer. Bé. Et ce sera bien fait. Bé. Parfois, il faut un peu insister si on veut réussir à concrétiser. Bé. Messieurs les séducteurs, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous le savez bien au fond quand vous vous comportez en cochon. La séduction n'empêche pas la subtilité. La virilité peut aller de pair avec une grande sensibilité. C'est ce que font les hommes que nous aimons. Oui, nous, les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Dénoncer les porcs n'empêche pas d'adorer le saucisson. Moralité. Espérons que nos fils seront maintenant élevés avec la conscience de la nécessité de respecter de toutes les femmes l'intégrité. Et que devenus des hommes accomplis, ils penseront toujours à demander « Tu en as vraiment envie ?» pour ne plus jamais prétendre confondre un non avec un oui. Alors Anne, on peut dire que vous aimez le saucisson donc. Oui, j'aime bien le Ça, saucisson. oui, je dois dire qu'elle est très éclairante, ce sketch, vraiment. Ah, j'ai adoré. Et vous imitez très bien le porc aussi. Bon, je renifle. Vous en avez rencontré souvent. Des porcs? Non, ça va. Elle n'est pas balance ton porc, hein, je te signale. En revanche, vous êtes féministe, Anne. Oui, je suis féministe, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je trouve ça... En fait, j'ai fait cette fable parce qu'à un moment, ça m'a énervé, tous ces hommes qui disaient oui, c'est bien gentil, MeToo, mais on n'osera plus jamais draguer, on veut nous castrer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un peu de ça aussi. Non, ça c'est les vieux 68ards rétrogrades. Ouais, j'assume. Non, 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 c'est pas ça. Non, je pense qu'il y a une vraie nouvelle sensibilité, notamment chez les jeunes, et je trouve ça formidable. Il y a quand même une prise de conscience, et que maintenant, alors je dis pas que le petit sous-chef coincera plus la petite employée dans la réserve, mais... Non, mais ça j'espère qu'il le fera pas. Non, mais je veux dire que maintenant, les gens, avant de tenir des propos sexistes, avoir des comportements sexistes ou harceleurs, maintenant ils ont peur, les gens, donc ils vont pas le faire parce qu'ils auront plus envie de le faire, ils vont le faire parce qu'ils ont pris conscience que ça pouvait être dangereux de le faire. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose, quels que soient les excès de ce mouvement. Pour moi c'est une avancée quand même. Et surtout ce que je dis dans cette fable, c'est qu'on a vu un déferlement, et voilà, ça a été un déferlement de femmes qui se sont retenues de leurs humiliations pendant des années, et le fait que ça sorte, c'est quand même très positif. Alors Anne, tout au long de votre one-man show, vous êtes trié aussi donc les nouvelles technologies et vous livrez une analyse très très juste à ce sujet et vous dites c'est formidable le web, ça résout des problèmes qu'on ne savait pas qu'on avait en créant des problèmes qu'on ne pensait pas qu'on aurait. Ça sent le vécu quand même, Anne. Oui, dans ce sketch, en fait, j'ai fait dans ce nouveau spectacle, il y a tout un développement sur une bouchère qui a des problèmes avec son code Wi-Fi, avec les cookies, avec les commandes sur Internet. Enfin, j'ai fait un lot de tous les problèmes qu'on peut avoir en utilisant tous ces nouveaux outils, quoi. Et les gens, je ne pensais pas que ce sketch ferait autant rire, en fait, alors que j'ai juste raconté mes propres problèmes en exagérant. En fait, Il y a un truc aussi, c'est qu'on est tous embêtés avec le casque. Tu sais, du smartphone qui s'en mêle sans arrêt, on le démêle sans arrêt ce câble. C'est très très génial. Et ce que je raconte aussi, c'est que chaque fois que tu veux imprimer quelque chose et que c'est urgent, ton imprimante bug. Et quand t'es pas pressé, tout va très bien, quoi. Anne, vous ferez bientôt l'Olympia à Paris? Oui, 23-24 avril. D'accord. Et ce sera votre combientième Olympia? Je sais pas, mais je suis contente toujours d'aller dans cette salle. C'est un spectacle que j'ai créé au mois de janvier au Casino de Paris. Ça a très bien marché. Et donc là, je le rejoue à l'Olympia. Et puis j'ai une trentaine de dates dans toute la France d'ici le mois de juin. Formidable. Et en tout cas, moi qui étais en train d'interviewer Poutine, il m'a dit Roumanoff, elle vient quand en Russie? Oh non, non. Elle vient quand en Russie? Non, il n'a pas dit ça. Et même quand tu as été en Corée du Nord, André Kim Jong-un, en Corée du Nord aussi, non? Vous m'avez fait peur, là. Allez, au Kremlin, tout de suite au Kremlin. Il me fait très peur, ce Poutine. Il vous a jamais inspiré de sketch? Si, j'ai dit des choses sur lui, donc je suis pas. Quoi, par exemple? Je me rappelle plus, mais c'était pas très gentil, donc je suis pas pressée de le rencontrer, là. Et vous, Gérald, est-ce qu'il vous inspire? Poutine pas trop. Je parle pas trop de politique internationale, moi. Non, c'est vrai. Mais, Donald Trump, un peu, j'en parle un petit peu, parce que c'est... Apparemment, justement, il y a un problème avec les Russes.
Mais je dis qu'il s'est rabiboché avec Kim Jong-un à la surprise générale. Mais il faut dire aussi qu'ils avaient un point commun, ils ont tous les deux un coiffeur complètement déjanté. Non, le rigolo. Alors moi, je vous donne vous n'avez pas l'utiliser, mais moi, mais c'est vrai que c'est mon rêve. Je me dis qu'un jour, Trump et Poutine vont s'entendre. C'est évident maintenant. Oui, bon. Et imaginez-vous qu'ils vont créer une monnaie commune. Et le rouble et le dollar, ça donnera le roublard. J'exige d'être payé en roublard contre l'euro. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Anne Roumanoff et Gérald Dahan depuis le célèbre restaurant des Deux Magots situé en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et André, on va aussi recevoir donc l'écrivain donc Jacques Ravenne qui va nous parler donc d'un personnage illustre qui a marqué l'histoire de Saint-Germain-des-Prés. C'est le philosophe François-Marie Arouet. Exactement. Dit Voltaire. A tout de suite sur Sud Radio. Eh bien, nous sommes aux Deux Magots, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, et évidemment, l'humour. Que reste-t-il de notre humour ? Eh bien, il reste beaucoup de choses et beaucoup de gens. Et avec Céline Alonso, on reçoit Anne Roumanoff, qui est en tournée dans toute la France, avec ce célèbre adage qui est dans la vérité la plus profonde, tout va bien, il y a du soleil sur la France, et le reste n'a pas d'importance. Et Gérald Dahan, qui lui, actuellement, Dahan président, oui, il se présente en 2022, mais ça, on en reparlera. On en reparlera au moment où il faudra. Et oui, et Jacques Ravenne donc, nous a rejoint ici aux Deux Magots. Et voilà, Jacques Ravenne qui est donc l'écrivain. Jacques qui nous a rejoint donc, et vous allez nous parler d'une histoire incroyable des tribulations du cadavre de Voltaire, de sa mort sur les quais de Seine jusqu'à sa Panthéonisation. Et alors, justement, avant d'écouter Jacques, on va parler à Anne Roumanoff, 30 ans de carrière, vous avez encore 30 ans devant vous au moins, sinon plus, absolument. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait créer un panthéon pour les humoristes ? Non. Non. Ben, ce serait pas mal. Entre ici, Anne Roumanoff. Non, il faut pas, mais les humoristes sont un piédestal, on n'est que des observateurs de la société, c'est tout. On n'est pas... Faut pas nous donner un rôle plus important que celui qu'on nous accorde, quoi. Ah oui, Gérald, vous pensez ça aussi ? Non, pas du tout. Moi, je veux rentrer au Panthéon. Non, je suis complètement d'accord. D'accord. Justement, il y a de la place en ce moment. Donc, ouais. Mais dites-moi, alors, dans Macron Premier, parce qu'on a lu Macron Premier quand même, oui. Là vous y allez fort avec lui. Macron. Il y a quand même quelques extraits assez spéciaux. Ah oui, quelques extraits, notamment celle du fondateur d'IKEA. Vous dites les obsèques du fondateur d'IKEA devraient durer 6 heures, 1 heure pour la messe et 5 heures pour monter le cercueil. IKEA. À propos de DSK, en ce moment, mieux vaut des bourses en actions que des actions en bourse. Et à propos de Catherine Deneuve, très drôle, elle s'exprime donc sur la vente aux enchères de ses robes Yves Saint Laurent, oui. Et elle dit c'est pas de la générosité, je rentre plus dedans, c'est tout. Bah, bravo. Anne, ce n'est pas du sexisme, ça, sous sa forme la plus totale. Non, mais attendez, ça veut pas, on n'a pas plus le droit de se moquer des femmes. On a le droit de se moquer des femmes, des hommes, des enfants. Absolument. On a le droit de se moquer de tout le monde. C'est la question, c'est la manière de le faire. C'est la manière de le faire. Je suis tout à fait d'accord. Récemment, j'ai dit sur Cahuzac, parce que le parquet a fait appel de l'aménagement, vous savez, de la peine de Cahuzac. Ça m'a bien fait rigoler. Et on a fait un dessin où on fait dire à Cahuzac, je veux bien me faire coffrer, mais seulement en Suisse. Ah, j'adore. C'est très joli l'histoire du coffre-fort, c'est vrai. Et vous aviez fait avec Cabu le Sarcoland, effectivement. Oui. Et ça, c'est... Et moi, je vais vous dire, ce que je pense, et on pense à ça, c'est à vos impostures. Il y a eu des impostures formidables, ce qu'il faut rappeler. Ah oui, 500 canulars téléphoniques. Vous avez piégé donc Domenech, Jean-Pierre Raffarin, Nadine Morano, Nicolas Sarkozy. Oh, Zidane, c'était extraordinaire. Incroyable. Est-ce que vous avez envie d'en refaire ? Oui, absolument. Quand et qui sera la prochaine victime alors écoutez, j'étais en train d'en parler avec Anne il y a quelques minutes. Oui. C'est vrai. Donc vous avez déjà une idée. Voilà. Je viens d'avoir une petite idée, on va en parler. Mais dites-moi, sur 500 à l'époque, seuls 140 avaient été diffusés, pour quelle raison ? Parce qu'en fait, j'ai des canulars qui sont totalement indiffusables. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se confient tellement que j'ai une certaine quand même déontologie et tout ce qui est de l'ordre de la vie privée, par exemple. À chaque fois que quelqu'un me balance un truc qui devient un scoop énorme sur sa vie privée. Donc vous êtes monnayable actuellement. Donc je ne diffuse pas. Voilà. Eh bien, alors je vous annonce, c'est un scoop à Sud Radio. Nous allons forcer Gérald Dahan à diffuser tous les interviews peut-être que c'est pour ces raisons-là que j'ai
j'ai jamais eu de procès, c'est que les gens me remercient de ne pas avoir diffusé certains canulars. Anne, vous préparez votre prochain spectacle déjà? Ah non, mais ça, c'est un nouveau spectacle que je viens de faire à l'Olympia, 23-24 avril. Mais est-ce que vous songez déjà? Oui, c'est un nouveau spectacle, tout va bien. Ah, toujours, oui, tout va bien. Bah, pas toujours. C'est un spectacle que j'ai créé au mois de janvier. Je joue à l'Olympia en avril, je joue en France jusqu'au mois de juin. Je le rejouerai sans doute à l'Olympia encore en décembre. Donc voilà, ça prend déjà beaucoup de temps. Un spectacle comme ça, c'est plus d'1 an d'écriture. Donc, Et le cinéma? Il paraît qu'il y a le cinéma. Bah, j'ai un film en projet que j'espère tourner cet été. Réalisé? Ouais. Ah ouais. Et jouer. On sait sur quoi? Vous pouvez pas on dire verra. encore. Peut-être une comédie sur le divorce, non? Absolument. Ah, d'accord, ok. Alors Jacques Ravenne nous a rejoint ici au De Magot pour nous parler donc de Voltaire, Jacques. Alors, quand on parle des écrivains qui ont fait la réputation de la rive gauche, surtout dans le carré mythique de la place Saint-Germain, c'est tout naturellement le groupe friand de scandale des surréalistes qui surgit à l'esprit, ou bien le couple Sartre-Beauvoir, qui, leur appartement, juste là en haut, avait une vue directe sur la livraison des croissants au De Magot, ce qui donnait le signal d'ailleurs au philosophe le plus célèbre de son temps pour venir consommer non son petit déjeuner, mais son premier whisky. Ici. Ah oui. Plus récemment, vous aviez Marguerite Duras, qui elle n'avait que quelques pas à franchir de sa rue Saint-Benoît pour pouvoir rêver à l'Indochine de sa jeunesse sous la statue des De Magot. Si l'on descend d'un siècle, vous voyez, on se rapproche progressivement de Voltaire. C'est la silhouette inquiète de Verlaine qui fait surface devant son éternelle absinthe, qui, si elle provoquait parfois l'inspiration enivrée des poètes, accélérait surtout grandement leur délire, à tel point qu'on surnommait ironiquement ce délicat breuvage l'autobus pour Charenton, du nom de l'asile de fous de l'époque. Donc les surréalistes, Sartre, Beauvoir, Duras, Verlaine, on en oublierait presque que le quartier Saint-Germain fut aussi le lieu de naissance et le terrain de jeu du plus célèbre des écrivains du siècle des Lumières, François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. Ça se prononçait Arouette, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi il a choisi Voltaire, c'était quand même plus vendeur. C'est un anagramme, en fait, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ah oui. En effet, avant de devenir l'auteur encensé du Candide et l'apôtre universel de la tolérance, Voltaire a lancé ses premiers écrits juste à côté, rue Saint-André-des-Arts, dont d'ailleurs aucune plaque ne commémore ce monument historique. Alors je dis ça pour les multiples candidats à la mairie de Paris, qui voudraient se faire mousser à peu de frais parce que Voltaire, ça paye toujours. Non content d'être né rive gauche, Voltaire y fait aussi ses études au très huppé collège Louis-le-Grand, une présence sur laquelle, d'ailleurs, ses biographes s'étendent assez peu. Il faut avouer que les deux célébrités qui lui ont succédé n'ont eu qu'un goût très limité pour les vertus de la tolérance et l'amour de son prochain, puisqu'il s'agit de Sade et de Robespierre. Mais après sa jeunesse, à l'ombre de clocher Saint-Germain, on n'aperçoit plus la silhouette trépidante de Voltaire. À la vérité, un double séjour à la Bastille l'a guéri de vouloir prêcher la philosophie de lumière à Paris. Et une fois sa gloire assise, il a prudemment décidé de s'installer au château de Ferney. Alors Ferney, c'est un choix très particulier parce que c'est un château qui est à cheval sur la frontière suisse avec la France. Ce qui permettait au roi de l'ironie de décamper au plus vite si le roi de Versailles, lui, prenait mal ses saillies et autres épigrammes. Mais plus que celui de provoquer, il y avait un plaisir auquel Voltaire n'avait jamais su résister, c'était celui de la vanité. Ainsi, quand en 1778, on propose à la superstar de la littérature une tournée triomphale à Paris, il accepte, à la condition qu'il loge rive gauche. C'est ainsi qu'on le retrouve installé en patriarche des lettres à l'hôtel de Villette, sur le quai de Seine qui désormais porte son nom. Alors, trônant dans son lit... Quai Voltaire, oui. Quai Voltaire. Trônant dans son lit, parce que Voltaire adorait écrire couché, enrobé de chemise, enroulé de foulard, enseveli de bonnet, Voltaire est frileux, servi comme le Messie par la jeune Marie-Louise, et oui, Voltaire avait un faible pour sa jeune nièce. Il terminait ses lettres à sa nièce par le terme « je baisse ton petit cul », ce qui est quand même sympathique. Bien. Donc, icône Voltaire, momifié, déifié comme un parent, reçoit le tout Paris. Les files de ses admirateurs qui attendaient jour et nuit pour le voir encombrent tout le quartier, et du soir au matin, la pop star Voltaire embrasse les jouvencelles, bénit les marmots, c'est à peine si on ne lui demande pas de toucher les paralytiques. Bien sûr, en quelques semaines de ce rythme infernal, la santé du philosophe suprême plie bagage, et le grand esprit universel vit fondre ses neurones comme neige au soleil. À tel point qu'arrivé en février, vivant et fringant, il rejoignit, décharné et délirant, le royaume des mers, le royaume des morts, admirez le lapsus, au mois de mai. Se posa alors un terrible problème. Que faire du corps ? Car à force de s'être moqué des décennies durant des superstitions de l'Église, cette dernière tenait là sa revanche,
en refusant d'inhumer religieusement le cadavre qui sentait trop le soufre. La bien-aimée Marie-Louise, la nièce de Voltaire, trouve elle le moyen de régler le problème. Et elle le régla en 2 coups de bistouri. D'abord, on ouvrit le corps du tonton, on en retira le cœur et le cerveau. Ça pouvait toujours servir à la revente. Ensuite, on le fit embaumer, on l'habilla, on le ficela de cordes et on le mit dans un carrosse, direction une habite campagne, où on le mura dans un caveau anonyme en attendant de savoir qu'en faire. Ainsi commença l'exil du cadavre de Voltaire dont personne ne voulait. Il faut attendre la Révolution pour qu'on se décide à lui donner une véritable sépulture au roi des philosophes, et ça sera le Panthéon. Voltaire retourne dans une rive gauche, enfin ce qui reste de Voltaire. Car déjà dévalisé de son cerveau et privé de son cœur, à chaque étape de son voyage vers le Panthéon, il perd un morceau de son anatomie. Ainsi, quand il revient à Paris, on s'aperçoit stupéfait que le grand Voltaire s'est transformé en puzzle, et surtout qu'il a nettement rétréci. En effet, on y a carotté un pied, sans compter une bonne poignée de dents. En effet, les fanatiques du philosophe et les trafiquants de reliques ont fait leur marché dans les ossements du grand homme. Ainsi, si vous vous rendez sur la dernière sépulture de Voltaire dans la crypte du Panthéon, sachez que c'est une dépouille façon Lego qui y repose, et avec pas mal de pièces manquantes. Ben, merci Jacques Ravel. Merci. Et ben voilà, j'espère que ce n'est pas arrivé pour ceux qui l'ont suivi au Panthéon. On verra ça, il y en On a verra. un candidat. Donc, Oui, ouais, c'est ça. Il sait déjà comment il va terminer. Jacques, vous pouvez déjà adresser votre demande à Macron Ier, non? Vous lui avez adressé votre livre ou Oui, pas, oui, j'ai alors envoyé le livre, ouais, absolument. Mais il a répondu gentiment d'ailleurs. Ah oui, avec beaucoup d'humour. Il vous a dit quoi exactement? Il m'a dit donc que les caricatures étaient très drôles. Ah Le ouais. texte, il n'en parle pas. Non, non. Alors, les événements au Domago, Céline. Ah Là. oui, des événements importants à ne pas rater, donc en avril au Domago. Alors jusqu'au 10 avril, une très belle exposition photo donc, de Gérald Angibault. Il expose donc des portraits de personnalités qui ont participé au célèbre donc, Journée du livre et du vin de Saumur. La prochaine édition donc, aura lieu donc, le 13 et 14 avril. Autre rendez-vous le 8 avril, et bien, le lundi des écrivains avec Guillaume Musso, qui vient donc présenter son nouveau roman intitulé La vie secrète des écrivains. Alors surtout, si vous souhaitez le rencontrer, appelez tout de suite les Domago pour réserver vos places, parce que beaucoup de gens effectivement veulent rencontrer Guillaume. Voilà. Et puis le 15 avril sera la remise du prix Péléas Radio Classique, donc qui récompense un ouvrage littéraire consacré à la musique, André. Et en attendant, courez voir Anne Roumanoff, vous allez vous renseigner, elle est dans toute la France, elle va pour tout. Tout va bien, c'est vrai. Et courez voir Gérald Dahan, évidemment, dans sa péniche. Il a une péniche, je vous signale, à Marais, quai de l'Ourcq. Vous allez voir, c'est pas piqué d'un ton. En attendant, lisez Macron Ier, c'est pas mal aussi, c'est très bien. Et oui, Macron Ier, je précise, qui est paru donc aux éditions du Net. Votre prochaine représentation au théâtre? Moi, c'est une fois par mois, je joue dans mon petit théâtre, D'accord. le Nez Rouge. Donc voilà, il faut regarder la programmation, lenezrouge.com. Voilà. Sur Internet. Alors, André Berkoff, on vous retrouve lundi sur Sud Radio, donc à partir de midi. En direct, vous serez dans tous vos états. Tout de suite, donc c'est Jacques Pessis. Pour les clés d'une vie, aujourd'hui, il reçoit Lara Fabian.